57 minutes pour comprendre. Jacques Ricot. Parmi les grandes pensées du XXe siècle, celle d'Emmanuel Lévinas est certainement l'une des plus fécondes. Et je guettais l'occasion de consacrer une émission à ce philosophe original, mais dont la lecture peut paraître parfois rebutante aux non-spécialistes. On a besoin d'un bon guide, tout à la fois imprégné de son œuvre et doté de solides qualités pédagogiques pour pénétrer dans l'univers de sa pensée. Or, voici que ce guide, en la personne de Corinne Pelluchon, vient de nous arriver en ce début de l'année 2020 sous la forme d'un livre sobrement intitulé « Pour comprendre Lévinas », publié aux éditions du Seuil. Mais c'est beaucoup plus qu'une introduction à Lévinas qu'on lira dans cet ouvrage accessible, car son auteur, Corinne Pelluchon, n'est pas simplement une universitaire bien informée de l'œuvre du philosophe. En effet, touchée et saisie par sa pensée, elle se l'est appropriée et l'a prolongée en l'inscrivant sur son propre chemin, celui de l'écologie, de la cause animale, de l'éthique médicale ou encore de la philosophie politique. Autant de sujets que Lévinas n'avait pas directement traités. Bonjour Corinne Pelluchon. Bonjour Jacques Ricot. Corinne Pelluchon, vous êtes professeure de philosophie à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée et vous venez d'être la lauréate du prix de la pensée critique Günther Anders pour l'ensemble de vos travaux, prix que vous recevez à Munich en ce mois de février 2020. J'ajoute que vous êtes traduite dans de nombreuses langues et jusqu'en Corée et jusqu'au Japon. Je viens d'énumérer les sujets de vos livres qui ont fait l'objet depuis longtemps d'émissions à ce même micro. Nos auditeurs ont pu ainsi suivre pas à pas l'élaboration de votre œuvre, marquée entre autres par des livres sur lesquels planait l'ombre d'Emmanuel Lévinas. Je pense ici à L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie en 2009, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, la nature en 2011, Les nourritures, philosophie du corps politique en 2015 et éthique exactement de la considération en 2018. Comment vous est venue, Corinne Pelluchon, l'idée de ce nouvel ouvrage consacré à Emmanuel Lévinas ? Mais en réalité, je n'avais pas de plan, je n'avais pas envisagé d'écrire un livre sur Lévinas, mais j'ai consacré un séminaire l'année dernière de quelques semaines, 8 séances de 2 heures, à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, qui s'appelle aujourd'hui Gustave Eiffel. Et ce séminaire s'adressait à des soignants, oncologues, pédiatres, psychiatres, et à quelques étudiants en philosophie, donc des soignants qui ont suivi le master formation continue en philosophie. Et je voulais consacrer un séminaire à Lévinas parce que la pensée de Lévinas a rencontre un écho très fort chez les soignants et de manière générale dans le public, mais les personnes ont du mal à lire ses œuvres car il est vrai que Lévinas cite rarement ses sources, a une langue magnifique mais difficile et donc j'ai présenté un séminaire, c'est-à-dire que il y a des clés pour aider les personnes à lire cette œuvre exigeante, difficile, en partant des sources de l'auteur, de la méthode qu'il suit. Et en même temps, il y a une interprétation qui est liée à ces 12 dernières années où j'ai combattu avec Lévinas, si je puis dire. C'est-à-dire que je me suis nourrie de sa pensée, j'ai essayé de déployer certains de ses thèmes dans d'autres domaines qui sont les miens. Et parfois, j'ai discuté ses thèses. En tout cas, il m'a bouleversée. Je voulais donner aussi livrer cette expérience de pensée et en fait donc c'était un cours que j'avais préparé car j'avais déjà donné il y a une dizaine d'années un cours de 2 semestres à Totalité infinie et Autrement qu'être, donc les 2 chefs-d'œuvre de Lévinas. Et voilà. Et puis en fait, comme certains des soignants sont très occupés et ne pouvaient pas assister à toutes les séances, ils sont environ 35-40, eh bien ils m'avaient enregistré et l'un d'eux, Joël Secaldi, a retranscrit mot à mot le cours à partir donc de ses notes et de l'enregistrement. Et puis lors de la dernière séance en janvier 2019, ils m'ont dit vous devriez le publier parce que nous ça nous a éclairé et au début j'ai dit non, bien sûr que non. Et puis en fait revenant chez moi, je me suis dit finalement c'est une très bonne idée. Et après évidemment j'ai passé plusieurs mois à réécrire, à retravailler le texte et je dirais que je suis moi-même étonnée et je trouve que c'est une bonne idée parce que si j'avais écrit un livre sur Lévinas,
eh bien, peut-être ça aurait été scolaire, etc. Alors que là, il y a une parole donnée, il y a vraiment de l'amour. Et quand on enseigne, il y a de l'amour. Oui, vous dites scolaire. Pour moi, c'est pas péjoratif. Scolaire, ça veut dire accessible, etc. Travailler. Mais ce que vous voulez dire ici, et vous l'avez écrit d'ailleurs, il y a du don de soi quand on enseigne, et même, vous osez dire, le mot que vous venez de prononcer, de l'amour en ce sens. Oui, c'est-à-dire que si on fait un livre comme ça, dans son cabinet, dans son bureau, ça peut être scolaire. Ou ça peut être très savant. Là, un cours, surtout un séminaire, c'est pas la même chose qu'un cours. Un séminaire, il y a aussi l'interprétation, c'est quand même un séminaire de recherche. Eh bien, on donne beaucoup de soi. Eh bien, il y avait à la fois donc donner des clés afin que ce public s'approprie l'œuvre de Lévinas, mais de manière juste, car ils ont tendance à être fascinés par la langue de Lévinas et à psychologiser, moraliser ou gommer les aspérités de cette œuvre. Et du coup, il était essentiel de s'attacher à la lettre de l'auteur. Et comme je disais tout à l'heure, Lévinas a ce site particulier qui ne cite pas ses sources. Si on compare avec Ricoeur, qui a une œuvre très grande, très forte, très exigeante, eh bien Ricoeur, il cite ses sources, il dit, voilà, là je suis Kant, là je suis Aristote, là je fais de la philo-analytique, je m'en démarque, il y a beaucoup de notes en bas de page. Lévinas, il n'y a point de cela, et pourtant, il s'approprie ses grands maîtres, Husserl et Heidegger, on en parlera, Descartes, mais bien souvent, il développe des structures de l'existence, des notions majeures en éthique, et elles vont à l'encontre, point par point, de celles de Heidegger. Il faut avoir lu Heidegger pour comprendre ça, pour voir la radicalité de cette pensée. Enfin, il a des phrases comme « le visage déchire le sensible ». Magnifique, tout le monde est fasciné. On voit, comme moi, lorsque j'ai lu Lévinas la première fois, j'ai pas eu de cours sur lui quand j'étais étudiante, mais je l'ai lu quand j'avais 30 ans. Et je trouvais ça génial, mais je ne savais pas pourquoi. Et plus je lisais, plus je trouvais ça génial, mais je moralisais un peu, je psychologisais, alors que il ne se situe pas dans le domaine empirique. C'est vraiment une réflexion qui se situe à un niveau qui excède, qui dépasse l'empiricité, le psychologique. Et quand, pour reprendre cette phrase, le visage déchire le sensible, eh bien, c'est vraiment une phrase majeure, parce que ça veut dire que quand je regarde autrui, quand je rencontre autrui, eh bien, sa phénoménalité, sa silhouette, son apparence, sa face physique, eh bien, ne livre pas tout, et sa signification excède sa phénoménalité. Il est en excès sur sa manifestation. Et c'est ça que veut dire le visage. Le visage, qui n'est pas la face physique, n'est pas un phénomène. C'est un phénomène, ça apparaît, mais qui est en excès sur sa manifestation. Et en plus, dans le visage, il y a l'idée que chacun est unique, que personne, enfin, un individu n'est pas un exemplaire anonyme de l'espèce humaine, mais il est unique. Autrui, il y a une singularité, c'est ça que dit le visage. Et donc, le visage déchire le sensible, on est dans une phénoménologie de la non-constitution, c'est-à-dire que je peux tourner autour d'autrui, je ne le constitue jamais, je n'en fais jamais le tour, il excède ce que j'en vois en sait, il est au-delà de ma capacité, donc c'est un visage, et on voit que là, c'est vraiment l'analyse, l'application de la méthode phénoménologique à ce phénomène très étrange, ou cette apparition d'autrui qui est très différente de la table, puisque la table, j'en fais la phénoménologie, je la décris, je tourne autour, eh bien, je peux en saisir l'essence, en avoir un concept et une définition que je trouverai dans le dictionnaire, et je peux en dupliquer 10 000, en faire, alors qu'autrui, à chaque fois, c'est un être que je n'avais jamais imaginé, et qui donc assigne des limites, souligne les limites de mon pouvoir de constitution, de mon pouvoir de connaître. Cohen Pellichon, nous reviendrons sur cette question du visage, sur aussi la méthode employée par Lévinas, qu'il doit à son maître Husserl. Nous allons en reparler tout à l'heure. Mais auparavant, et comme vous le faites d'ailleurs dans cet ouvrage, il conviendrait peut-être de donner quelques indications biographiques sur Emmanuel Lévinas. Sa vie n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Eh bien non, car il traverse le XXe siècle. Et quel siècle, avec en particulier la Seconde Guerre mondiale. Et il a eu 5 ans de captivité dans un stalag de Hanovre. Alors un stalag, ce n'est pas un camp de concentration, c'est un camp de travail. Il était prisonnier de guerre, et la nationalité française lui a sauvé la vie. Elle a fait en sorte qu'il ne soit pas dans un camp de concentration, non loin d'Hanovre, comme Bergen-Belsen par exemple. Mais
il a fait quand même 5 ans de captivité, il avait déjà une femme et une fille à l'époque, et surtout, au retour de la captivité, il a appris que ses 2 frères, son père et sa mère, avaient été assassinés par les nazis. Il vient de Lituanie, alors sa famille, qui était une famille très cultivée, avait échappé au pogrom, a vécu un peu en Russie, tout ça. Bon, il y a aussi toute son enfance assez protégée, malgré tout. Il est très heureux quand il arrive à Strasbourg, où il est étudiant, il se lie d'amitié avec Blanchot. Enfin, on a l'impression que la faculté à l'époque, en tout cas à Strasbourg, c'est formidable. Mais c'est vrai que la guerre est terrible, et surtout, dans les années 30, il écrira un texte à la fois elliptique et très intéressant, Philosophie de l'hitlérisme, en 35, qui publie dans des revues. Grâce à vous, j'ai découvert ce texte dans la revue Esprit d'Emmanuel Mounier, publié de façon très précoce. Il en avait 30 ans, quoi. Absolument. 30 ans. Et donc, dans ce texte, c'est 2 ans après, l'avènement du national-socialisme, et 2 ans après ce tremblement de terre intellectuel que constitue l'adhésion de Heidegger au parti nazi. Et pour Lévinas, qui avait rencontré plusieurs fois Heidegger, car il avait suivi ses cours en Allemagne à la fin des années 20 quand il faisait sa thèse sur Husserl, et surtout quand il l'a rencontré, ébloui, à Davos, lorsque Heidegger s'entretenait avec Cassirer, le représentant de l'humanisme, et Heidegger semble victorieux de cela, et victorieux par rapport à Cassirer et à l'époque le jeune Lévinas, qui parle complètement allemand et qui traduit aux autres ce que se racontent ces 2 philosophes allemands, il se moque de Cassirer. Et évidemment, 2 ans plus tard, c'est le tremblement de terre. Il se rend compte que son ancien maître adhère au national-socialisme. Donc il y a ça. Et c'est vrai que dans un texte, un entretien avec François Poirier, Lévinas disait de lui-même que sa vie se serait, alors faut penser au conditionnel, déroulée entre l'hitlérisme pressenti et l'hitlérisme dont l'oubli est impossible. Et c'est quand même vrai aussi. Il y a une pensée quand même liée à cette hantise de la totalité dans le livre 1961, Totalité et infini, essai sur l'extériorité. L'éthique vient de l'autre, pas de mon fond, l'extériorité, mais totalité infinie, c'est quoi? L'infini, c'est le visage, c'est l'autre dont je ne fais jamais le tour et qui me renvoie à ma responsabilité infinie. J'en ferai jamais le tour et je ne serai jamais quitte, mais totalité, c'est cette tentation totalitaire d'une rationalité hégémonique ou d'un parti qui broie les individus, qui oublie les singularités et qui a un effet déshumanisant, qui est quand même quelque chose qui va vivre avec le national-socialisme, qui en plus et une critique, un renversement de toutes les prémices de la civilisation occidentale, car c'est contre la liberté. Dans ce texte magnifique des années 35, elliptique, que je commente énormément, eh bien, il y a cette idée que l'hitlérisme est lié au biologisme, à l'être rivé, à l'idée de river un individu à sa communauté de sang. Et ce biologisme-là, c'est tout à fait intéressant aussi pour nous au XXIe siècle, où il y a une telle tendance à réduire l'humain au génome, aux gènes, contre justement ce que Lévinas appelle l'excédence, le fait de sortir de son concept et de ne pas être réduit ni à une communauté consanguine, ni à une totalité, ni au biologique. Et ça, c'est très important. De retour de captivité, Lévinas va ne pas passer l'agrégation, il ne va pas suivre les circuits académiques, universitaires traditionnels, et pourtant, il finira par d'une part construire une œuvre et d'autre part être intégré tout de même à l'université. Et il ne sera pas reconnu par la quasi-totalité de ses contemporains, sauf quelques-uns. Et je pense à Jacques Derrida. Bien sûr, Jacques Derrida a écrit un livre dès 63, juste 2 ans après la publication de Totalité infinie. Il a écrit un article, Violence et métaphysique, qui est magnifique, et avec une critique constructive qui conduira Lévinas lui-même à modifier un petit peu son style dans Autrement qu'être, ouvrage qui paraît un peu plus de 10 ans plus tard et qui sera plus métaphysique, avec une langue encore plus complexe. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement,
Lévinas, qui est quelqu'un d'assez timide, qui construit son œuvre en dehors de l'université, des scènes médiatiques, c'est pas du tout quelqu'un de repéré au départ. Jean Val, qui était un ami de Ricoeur, a beaucoup aidé Lévinas, mais Lévinas a dû travailler jeune au sortir de la guerre. Il avait un enfant, une femme, et il fallait donc qu'il a travaillé dans son école juive. Et puis je pense que dans les années 60, 50, eh bien la mode était à l'existentialisme, aux utopies politiques, au communisme, à tout cela, et même au structuralisme, à la déconstruction. L'éthique n'avait pas bonne presse, même si la pensée de Lévinas n'est pas une pensée éthique au sens où il ferait de l'éthique appliquée, où il ferait de l'éthique empirique. C'est vraiment une réflexion sur les conditions de l'éthique, sur l'éthicité de l'éthique. Ce qu'en allemand, quand on met das Ethische, la condition de l'éthique, c'est-à-dire il décrit vraiment ce que c'est que rencontrer autrui, ce que c'est que d'exister. Exister, c'est pas seulement être pour soi, c'est être limité par l'extériorité. Et l'éthique, c'est ça, c'est-à-dire savoir qu'on n'est pas tout seul au monde et que l'idée autrui est justement n'est pas un phénomène qu'on peut constituer, dont on peut faire le tour, et il assigne des limites à mon bon droit, à mon droit d'user de tout ce qui est bon pour ma conservation, et aussi à mon droit de le renfermer, le saisir. C'est donc vraiment une confrontation aussi avec soi-même que la rencontre d'autrui. Mais enfin, à l'époque, c'était pas du tout la mode, et je crois que ce n'est pas un hasard si Ricoeur, comme Lévinas, dans les années 80, vont être beaucoup plus appréciés par les autres philosophes, parce qu'effectivement, on est moins dans les totalités, les utopies politiques, on est plus dans une réflexion nuancée. Oui, il n'y a pas de philosophie morale, finalement, qui émerge dans les années 60, 70, parce que tout est politique, croit-on. Oui, ou tout est structure. Où tout est structure, en effet, c'est exactement ça. Vous parlez du rapport de Ricoeur et de Lévinas. Permettez-moi un tout petit souvenir personnel. Lorsque Lévinas était au dernier mois de sa vie et qu'il restait en contact très précis avec son ami Ricoeur, j'ai vu des larmes couler sur les joues de Ricoeur quand il a vu que Lévinas n'en avait pas pour longtemps. Et pourtant, ils n'étaient pas exactement sur la même longueur d'onde. Non, c'est de styles très différents, mais ils ont quand même les mêmes papas. Husserl et Heidegger. Oui, nous en avons reparlé. Oui. Ils ont les mêmes papas, ils viennent de la philosophie allemande, ils viennent de la philosophie, la phénoménologie, mais aussi il y a cette interrogation sur la mort, sur le rapport à autrui, sur la passivité ou sur le non volontaire, pour parler comme Ricoeur. Alors ils ne sont pas tout à fait ils sont pas semblables, parce que effectivement chez Lévinas c'est une pensée. Je pense que Ricoeur est un homme de la reconstruction, au sens où on peut dire que Habermas c'est un homme de la reconstruction après ses pères fondateurs, Adorno, Horkheimer, qui sont dans une radicalité, une tension. Chez Lévinas on sent une tension extrême, à même le style, ce qui donne beaucoup de beauté à sa pensée et quelque chose de bouleversant. Chez Ricoeur, il y a une radicalité, il y a une épaisseur, une profondeur. Pour moi, c'est un géant. Mais il y a aussi cette volonté de retrouver les institutions. Lévinas, c'est un homme qui pense la morale sans institution, au sens, et c'est ce qu'il dit de la condition juive. Parfois, quand dans le national-socialisme, nous avions le sentiment de mourir en même temps que la justice. Et que reste-t-il alors? Alors, il reste la cabane de la conscience ouverte à tous les vents, le fait d'abriter l'humanité de l'homme dans cette parcelle si fragile. Et il y a aussi cette différence qui est liée justement au judaïsme, qui est quand même très présent chez ce penseur. Qui est présent, qui se mêle, qui se superpose à sa philosophie. Et ce qui est très intéressant, c'est que chez lui, il y a ces différents niveaux. Il y a la phénoménologie. Je pense qu'on peut le lire comme un philosophe avec une expérience laïque de la rencontre à autrui, de la corporité, de la mortalité. Puis il y a un autre niveau qu'on perçoit particulièrement dans Autrement qu'être, où là, il y a un rapport à ce qu'il appelle l'illéité, c'est-à-dire la transcendance, le tout autre Dieu, ou l'infini, quelque chose du divin qui émerge un peu dans le rapport à autrui, et dont qu'il analysera dans ses textes à la fin de sa vie.
À plusieurs reprises, Corinne Pelluchon, dont je veux rappeler que vous avez écrit Pour comprendre Lévinas, c'est la raison de cette émission, de cette rencontre, Pour comprendre Lévinas aux éditions du Seuil en ce début de l'année 2020. À plusieurs reprises, vous avez fait état de ce qu'il devait à son maître, à l'un de ses maîtres en tout cas, Edmund Husserl, le créateur de la phénoménologie. Est-ce que vous pourriez nous dire un tout petit peu ce qu'il doit à ce courant, ce qu'est ce courant de phénoménologie? Oui, alors d'ailleurs, Lévinas a fait sa thèse sur la théorie de l'intuition chez Husserl. Il a traduit avec une jeune femme les méditations cartésiennes. C'était des conférences faites en France et la première édition est en français, traduite donc par Husserl. Alors la phénoménologie, c'est une méthode philosophique qui a été inventée au XXe siècle, qui consiste à décrire les phénomènes, les choses telles qu'elles apparaissent à ma conscience. Réflexion sur la manière dont les choses se présentent à moi ou m'apparaissent et délivre leur sens. Autrement dit, je parlais tout à l'heure de la table, je peux la regarder, l'observer, tourner autour, j'arrive à la décrire et à en saisir l'idéalité, l'essence. D'ailleurs, je peux très bien en donner une définition qu'on trouvera dans le dictionnaire et puis après, je la constitue. Bon. Alors que autrui, eh bien, je peux toujours tourner autour, l'examiner sous tous les angles. Il m'échappe, ce n'est pas un phénomène simple. Il échappe à ma constitution et ça veut dire que l'échec de ma constitution, donc on voit l'accès aux choses, me révèle le sens d'autrui, le sens du rapport à autrui, qui n'est pas un rapport de perception, de connaissance, de prise, mais qui m'introduit dans une dimension, dira Lévinas, qui est celle de l'éthique, à savoir que la perception d'autrui, dans la mesure où c'est quelque chose qui met en échec ma capacité à le saisir, à l'embrasser, eh bien, me dévoile qu'il me montre que le rapport à autrui me met face à mes limites, aux limites de ma constitution, de mon pouvoir, et même aux limites de mon pouvoir de pouvoir, c'est-à-dire que même si je peux tuer autrui, mettre fin à sa vie biologiquement, je ne pourrais pas nier qu'il ait existé, je ne pourrais pas l'attraper. Donc ça veut dire que autrui, à chaque fois l'accès aux choses me révèle le sens des choses. Et alors chez Husserl, on n'a pas cette réflexion qui aboutit à cela pour autrui, mais on a une méthode qui est liée donc à la description phénoménologique, au retour aux actes de conscience et à l'analyse des couches de sens qui justement par lesquelles les choses m'apparaissent, et on a la notion de sens. Vous voyez, on n'est pas dans la vérité, c'est-à-dire que la phénoménologie évite deux écueils. L'un, la théorie de la représentation, où on a le monde objectif qui serait là, immuable, et puis moi devant le sujet, et ma représentation devrait être une copie du réel. Et puis l'autre écueil, ce serait de dire que les choses ne sont que relatives à mon point de vue, qu'elles sont totalement relativisme. D'un côté, positivisme, objectivisme, c'est un écueil. De l'autre, une sorte de relativisme ou de subjectivisme. La phénoménologie est une manière rigoureuse de décrire les phénomènes et elle nous renseigne sur le sens de notre rapport aux choses. Et du coup, ça ouvre des perspectives, ça rafraîchit des perspectives tant au niveau des phénomènes de la connaissance qu'au niveau de l'existence. Et je finirai par ça. Vous voyez, Lévinas va prendre la méthode à Husserl, qui est donc encore une philosophie théorique, mais il va s'inspirer de son deuxième maître Heidegger, qui lui va appliquer la méthode phénoménologique de Husserl dans le domaine de l'existence, parce que pour lui, on commence pas par connaître, on existe, et mon rapport, je n'ai pas accès aux choses, même indépendamment d'un tissu existentiel, même historique, technologique, etc. Donc, vous voyez, il se situe vraiment dans cette mouvance, et c'est vraiment ça qu'il faut repérer point par point dans ses livres, cette méthode. Alors le rapport à Heidegger est évidemment plus compliqué, vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, mais enfin c'est un tournant qui va être décisif dans la construction de sa pensée, puisque si je vous entends bien avec Husserl, il va quitter l'idée que ma conscience est suffisante pour appréhender le monde, mais il y a quelque chose qui résiste, c'est l'autrui. Oui, alors pour Husserl, ma conscience, elle est suffisante pour appréhender le monde. Mais justement, en fait, Lévinas reprend la méthode phénoménologique de Husserl, mais la pousse à son extrême en s'intéressant à des phénomènes qui échappent
à la conscience, que justement Husserl voulait garder. Mais ce qui reprend à Heidegger, c'est l'idée d'abord des tonalités affectives, du fait que quand les choses sont colorées affectivement de telle ou telle affection, l'angoisse, etc. Et puis, il va insister sur l'exister. Mais il va effectivement combattre sans cesse Heidegger, parce que Heidegger reste prisonnier d'une philosophie du pour-soi, de la liberté, où en fait il s'agit de sortir de l'anonymat, la peur de la mort vécue comme anéantissement, de s'affirmer soi, d'aller à la conquête de soi-même. C'est une philosophie de la liberté. Alors que qui est un peu désespéré selon Lévinas, alors que Lévinas, lui, précisément en appliquant la méthode de Husserl à ce phénomène très étrange qu'est autrui, il souligne le fait que l'éthique est une dimension de mon rapport à l'autre, qu'elle pointe les limites de mon pouvoir, qu'elle me met face à mon bon droit, c'est-à-dire que l'existence d'autrui, son besoin de nourriture, son besoin, remet en question mon bon droit et m'assigne des limites. Et ça, c'est vraiment cette idée que Lévinas va installer au cœur de la subjectivité le rapport à autrui, la responsabilité, donc quelque chose qui décentre le sujet. Et ce mouvement de décentrement du sujet, est au cœur, c'est vraiment une des catégories majeures, la responsabilité chez Lévinas. C'est la catégorie majeure qui change le climat de la pensée, puisque c'est toutes les philosophies de la liberté, vous prenez Hobbes, vous prenez Sartre, vous prenez Heidegger, sont des philosophies où la subjectivité, elle est définie par la liberté, par un rapport à soi, etc. Même dans l'angoisse chez Heidegger. Alors que là, on a une philosophie qui est dérangée par autrui et ça a des implications majeures en éthique, mais aussi en politique, puisque la socialité, le rapport aux autres, pas seulement à autrui, mais à tous les autres, ne sera pas pensé à la lumière du donnant-donnant, d'une réciprocité, d'un calcul, d'un échange, mais je devrais me poser la question de savoir ce que le droit de l'autre homme exige de la société et de moi. Donc, au lieu de me poser comme un ayant droit, j'ai droit à ceci, j'ai à cela, il y a cette inquiétude originelle que Lévinas souligne et qui est à même le visage d'autrui, à même ce que je perçois de sa mortalité, de sa fragilité, qui fait que je suis déplacée. La responsabilité, c'est quoi? C'est quand je me sens concerné par ce qui arrive à l'autre alors que je l'ai pas voulu. Il pense la responsabilité à la lumière de la grande notion lévinassienne qui est celle de passivité. De même que le visage d'autrui, je le reçois, je l'avais pas prévu. Autrui, il est toujours différent de ce que j'avais imaginé. De même, la responsabilité, à la différence de l'obligation, laquelle découle d'un engagement préalable. Si on a des enfants, on est quand même obligé de s'en occuper, ou plutôt si on est professeur, on est obligé de corriger ses copies. Donc c'est un engagement, une obligation qui découle de ce choix préalable. La responsabilité, c'est une atteinte, c'est une passivité, voire une passivité plus passive que toute passivité. Et je dis ça pour souligner à quel point, et faire un clin d'œil aux auditeurs en leur disant, vous voyez comment Lévinas parle, et moi j'explique pourquoi il dit passivité plus passive que toute passivité, mais je vais pas peut-être en parler ici. Mais voyez, c'est vraiment quelque chose, la notion de passivité, elle est centrale, c'est la catégorie phare pour penser l'éthique chez Lévinas. Corinne Pelluchon, vous avez donc écrit, il faut le rappeler à nos auditeurs, Pour comprendre Lévinas aux éditions du Seuil, au tout début de l'année 2020. Et on voit que vous êtes passionnante en même temps. Et justement, c'est un des thèmes majeurs de Lévinas que vous venez d'aborder. Vous venez d'ailleurs de les conjuguer les uns après les autres. Il y a une belle expression chez lui, vous ne l'avez pas encore prononcée, le visage comme épiphanie. Alors ça fait partie de ces aphorismes qu'on découvre et puis on se dit c'est génial, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'épiphanie ici, c'est la manifestation. Ce n'est pas la fête chrétienne, c'est le grec manifestation. Mais la fête chrétienne, c'est une manifestation aussi, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, il s'agit, c'est ce que je disais tout à l'heure, autrui a une apparition paradoxale, car son apparence, sa phénoménalité, ne livre pas tout. Sa signification ne coïncide pas avec sa phénoménalité. Et il dit épiphanie parce que, effectivement, il y a, dit-il, une rupture
de la corrélation noético-noématique. Alors je traduis en français, ça veut dire que d'habitude, l'acte de conscience et la chose, le phénomène, eh bien, s'accordent. C'est-à-dire que, voilà, la table, je la constitue, je m'y retrouve là. Eh bien, autrui est en excès par rapport à sa manifestation et par rapport à moi, ce que je pouvais imaginer. Et c'est là aussi que il dit « autrui exprime l'infini ». Et parmi les sources majeures de Lévinas, il y a Descartes. Et Lévinas reprend à Descartes sa notion d'infini. C'est toujours un petit peu bizarre vu de loin. Eh bien, on va voir pourquoi. C'est parce que dans les méditations métaphysiques, Descartes dit que l'idée d'infini, elle est première par rapport à l'idée de fini. Si je me sens limitée et un peu petite, c'est parce que j'ai d'abord en moi l'idée de l'infini par rapport à laquelle je m'éprouve comme fini. Et aussi, il montre qu'elle est première et constitutive. Et pour lui, et en fait, Lévinas applique à autrui cette idée d'infini. Et puis, c'est aussi quelque chose de très profond chez Lévinas, de presque qu'on découvre d'ailleurs dans le livre peu à peu, c'est qu'il y a un premier niveau laïque, pour ainsi dire, chez Lévinas. Ma rencontre avec autrui, on peut tout à fait la décrire phénoménologiquement, philosophiquement, de manière laïque. Il y a rien de Dieu, il y a tout ça, mais n'empêche que je perçois qu'il y a une responsabilité envers l'autre, qui est mortelle, qui est vulnérable, et que cette responsabilité, elle est infinie au sens où je ne serai jamais quitte. Mais on peut, à un autre niveau, et plus on lit Lévinas et on s'attache à la lettre de ses livres, notamment Totalité infinie et Autrement qu'être, et bien plus on voit qu'il y a un deuxième niveau qui est ce qu'il appellera l'iléité, c'est-à-dire l'idée de Dieu, l'idée de l'infini. Alors qui reste un peut-être. Attendez, Corinne Pelluchon, quand vous dites un mot comme celui-là, iléité, je vais définir. Il faut expliquer. I2L et IT. Voilà, l'iléité, c'est il y a deux manières de penser l'altérité chez Lévinas. Autrui, qui n'est pas un autre moi-même, qui est différent. Il y a une positivité de la différence, autre que moi. Et l'iléité, c'est-à-dire le tout autre. Et chez Lévinas, il y a toujours un plan où l'infini n'est pas forcément identifié à Dieu, quand il dit autrui exprime l'infini, mais n'empêche qu'il y a une trace de l'infini à même le visage d'autrui, c'est-à-dire que mon rapport à autrui, ultimement, me renvoie à quelque chose, à une transcendance, mais que je suis libre ou pas d'appeler Dieu. Mais c'est très difficile. D'une certaine manière, je me rends compte à chaque fois à quel point, où on fait un cours sur Lévinas et de semaine en semaine, on arrive à expliquer tout cela, ou on l'écrit, comme j'ai essayé de le faire, avec beaucoup de minutie. C'est votre dernier chapitre d'ailleurs, vous traitez tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs niveaux qui se superposent chez Lévinas. Le niveau philosophique, la source, donc méthodologique, où on décrit des choses, et puis donc il y a déjà énormément à tirer de cela au niveau éthique et au niveau concret comme je le ferais, et puis un niveau qu'on peut appeler spirituel si vous voulez, mais qui est aussi énigmatique. Ce que je voulais dire aussi, c'est en fait chez Lévinas les notions clés, c'est la passivité, effectivement, qui est à la fois liée autrui. Il me rend passive au sens où ce n'est pas moi qui décide d'autrui, mais il y a aussi tous les phénomènes biologiques ou les phénomènes comme le vieillissement, l'insomnie, la douleur, l'alimentation. On a une philosophie du corps, ou plutôt de la corporéité, qui est très profonde chez Lévinas, et ça, je pense que ça peut tout à fait intéresser les auditeurs. C'est-à-dire que il décrit l'existant dans sa corporéité. Au lieu de penser que ma tête, ma conscience est le point de départ de mon rapport à autrui et au monde, et même à moi-même, il souligne que le corps, je le cite, rabat la prétention de la conscience à donner un sens à toute chose. Le corps est plus que le fait d'être mortel, d'avoir des besoins, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'enseigne que je vis de quelque chose, que j'ai une altération de mon corps, douleur, fatigue, vieillissement, mais aussi je vis de, je mange, et quand je mange, le besoin vire tout de suite en plaisir, à condition que je n'ai pas souffert trop de privation. En tout cas, il y a tous ces phénomènes-là où les aliments, les paysages, qui sont des éléments
dans lesquels je baigne, l'air, l'eau, eh bien, il y a toute cette philosophie du sentir qui est très intéressante et qui rénove la compréhension qu'on peut avoir de la condition humaine. Je vais prendre un exemple parce que j'en ai tiré tout un livre, les nourritures. Quand je mange... Qui a fait l'objet d'une émission d'ailleurs sur cette même antenne. Tout à fait. Et il y a quelques années, c'était en 2015, en fait, il parle dans Totalité Infinie d'un thème qu'il va abandonner par la suite. Les nourritures, les aliments, mais aussi tous ceux dont je vis. Le travail, qui est à la fois naturel et culturel, mais surtout les éléments, l'eau, l'air, etc. Et moi... j'en ai fait tout un livre, alors que lui, il abandonne ça parce qu'il va de plus en plus s'intéresser à autrui, comme je disais tout à l'heure, à des sujets métaphysiques. Mais pourquoi ? Parce que quand je mange, par exemple, alors ça, c'est moi ce que j'en ai fait de Lévinas, et que lui, et vous allez voir comment je m'en sépare, tout en l'honorant, si je puis dire. Eh bien, moi, je dis, quand je mange, je suis toujours en rapport avec les autres, humains et non humains, alors que Lévinas dit, voilà, quand je mange, je suis comme ventre affamé, n'a point d'oreille, je ne pense qu'à moi, je suis dans le frissonnement égoïste du plaisir, et puis l'éthique commence avec ma rencontre d'autrui. Moi, je dis que l'éthique commence dès mon existence, dès que je mange, parce que quand je mange, je suis toujours, que je le veuille ou non, en contact avec des humains et des non-humains, et que manger souligne le caractère relationnel du sujet et renseigne sur deux choses, une que Lévinas a très bien analysée, l'autre un peu moins. La première, c'est que le plaisir est une dimension de l'existence aussi importante, sinon plus que la déréliction, le sentiment d'abandon, dont les Heidegger et Sartre et les existentialistes ont fait le cœur de l'existence, la condition humaine. Lévinas, au contraire, montre que d'ores et déjà, la vie est aimée, que vivre, c'est un jeu, indépendamment de la finalité de l'instinct, qu'il y a une gratuité du vivre, qu'il y a la vivance, derrière le projet. On ne mange pas pour manger, on ne savoure pas quelque chose pour savourer. L'existence n'est pas projet, souci, elle est d'abord sincérité, dit-il, c'est-à-dire complaisance dans les choses. Ça, c'est très important, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que les nourritures tombent toutes seules dans un monde où il y a 900 millions de personnes qui souffrent de faim et 2 milliards de malnutrition. Mais ça veut dire que la déréliction, elle est sociale, politique, affective, elle est seconde. Et ça, c'est très important, cette réflexion sur le fait que la dimension du plaisir souligne notre complaisance originaire dans le monde et que d'ores et déjà, ou avant tout, la vie est aimée. Et deuxièmement, il y a quelque chose qu'il a moins souligné, c'est cette importance, ce fait que quand je mange, je suis toujours en rapport avec d'autres vivants, même pas seulement les humains, et qu'il y a l'éthique a un sens dès que j'existe, et donc que l'éthique est la place que j'accorde aux autres au sein de mon existence. Je dis s'ils ont le droit d'exister dès que je mange. Et ça, et je finirai par ça, Lévinas, il y a une sorte d'ambiguïté, parce que à certains moments, il y a un texte dans De Dieu qui vient à l'idée, qui s'appelle Le droit à être. Il dit, est-ce que dans mon innocence, je ne suis pas en train de faire souffrir les autres? Est-ce que ma place au soleil n'est pas usurpation de la place d'autrui par moi affamé et opprimé? Et il parle du droit à être, comme si justement, dans mon exister, j'étais pas aussi toujours en train d'en prendre trop. En tout cas, dans mon exister se pose la question du partage. Donc moi, j'ai vraiment poussé ça à fond, c'est-à-dire que l'éthique a un sens dès que je mange. Et voilà, et j'en ai fait un livre, et les nourritures sont pas pour moi seulement les aliments, il y a aussi les écosystèmes, et c'était une manière de ne pas parler de ressources, car effectivement, quand il emploie le mot nourriture, il s'attaque à Heidegger, qui lui dit que notre rapport au monde est technique, c'est des outils, des ustensiles, on va dire point barre. Pour Lévinas, j'ai un rapport au sensible, aux qualités secondes, au goût, aux saveurs des choses, et ça a du sens. Le sensible a sa vérité propre, et encore une fois, il reprend cette idée-là à Descartes. Alors, quand je vous écoute, Corinne Pelluchon, je vois que non seulement vous présentez de façon tout à fait accessible la pensée de Lévinas, et que vous êtes en mesure de la prolonger, peut-être même de vous en écarter. Alors, je me suis amusé à repérer cette phrase sous votre plume. Lévinas pousse l'enseignement de Husserl au-delà des possibilités entrevues par ce dernier. Lévinas est un bon élève, et comme tous les bons élèves, il va tenter de dépasser son maître sur son propre terrain. Mais Corinne Pelluchon, vous poussez l'enseignement de Lévinas au-delà des possibilités entrevues par ce dernier, et comme vous êtes une bonne élève, vous tentez de dépasser ce maître sur son propre terrain.
et peut-être même au risque de transgresser des limites qu'il s'était assignées. Alors vous venez de choisir un thème qui vous est cher, celui des nourritures, mais il y en a d'autres qui vous sont chers, et je les ai d'ailleurs signalés très rapidement en commençant cette émission, et on ne peut pas ne pas parler de votre intérêt pour la cause animale, que pourtant Lévinas passe complètement sous silence. Autrui, l'animal n'est pas autrui. Oui, alors deux choses. On ne peut pas reprocher à un auteur comme Lévinas, qui a parlé de tant de sujets, de ne pas s'intéresser aux sujets qui nous intéressent nous. Je crois qu'il faut quand même pas lui reprocher. Moi, c'est vrai, pourquoi j'ai trouvé chez Lévinas beaucoup d'inspiration. Alors, parce que déjà, par exemple, le passage de Totalité infinie 61 à Autrement qu'être, ce qui se passe, c'est qu'il approfondit la notion de vulnérabilité, qui est une des notions majeures pour moi. Et c'est plus le visage d'autrui, qui est évidemment pas la face physique, les yeux et tout ça. C'est plus le visage d'autrui qui devient le lieu de l'éthique. Mais, et encore une fois, l'éthique, attention, c'est ce qui me met face à mes limites, car autrui est le seul que je peux vouloir tuer et protéger. Il y a toujours cette ambivalence, parce qu'autrui me dérange. Il est au-delà de ma capacité, il échappe à ce que je vois de lui, c'est de lui, et en plus, il assigne des limites à mon pouvoir de constituer et de faire. Donc du coup, il me dérange. Faut jamais beaucoup souvent ramènent Lévinas à une sorte de pensée bisounours. Non, c'est quelqu'un hanté par la guerre, la violence, et qui souligne l'ambivalence du rapport à autrui, qui est celui qui me pose des limites. Et vraiment, l'éthique, c'est ça. C'est vraiment un sortir de soi. Mais alors, effectivement, pour lui, l'animal est trop autre pour être mon frère, et il n'est pas le sujet de l'éthique, mais il n'est pas non plus l'objet de l'éthique. Il ne s'est pas interrogé, Lévinas, sur les conditions d'abattage, le fait que nous en mangeons et que la demande d'un produit animalier a un poids, a des conséquences sur leurs conditions de vie et de mort, et le miroir les violences envers les animaux sont le miroir d'un modèle de développement qui devrait nous accuser et en remettre en question ce que nous sommes profondément, comme disait Derrida. Mais si vous voulez, il y a quand même une promesse chez Lévinas, que peut-être il n'a pas totalement tenue, mais ce n'est pas grave, c'est quand il insiste sur le fait que non pas le visage, mais la vulnérabilité, la vivance, la mortalité, le fait d'avoir faim, soif, de naître, d'être mortel, qui est le cœur de l'éthique. Seul un moi vulnérable peut être responsable, et c'est parce que je vois la mortalité, la vulnérabilité d'autrui, que je le suis aussi, c'est ça qui explique que l'éthique a un sens. Or, l'animal a ça avec nous. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, car la vulnérabilité, c'est un non-pouvoir. Vulnus, blessure, être facilement blessé, c'est un non-pouvoir. Et donc ça, c'est vraiment important. Enfin, pour moi, j'ai été bouleversée en lisant Lévinas, et à chaque fois que je le lis, je suis encore bouleversée par cette manière qu'il a de souligner la primauté de la responsabilité sur la liberté. Pour lui, dire « je », ce n'est pas seulement dire « je veux ceci, je veux faire cela, je veux exister », c'est dire « me voici ». Alors c'est une injonction qui est exprimée de manière très forte, comme une assignation, qui va même jusqu'à la substitution. La substitution pour Lévinas, c'est pas seulement être responsable d'autrui, c'est être responsable de sa responsabilité, c'est-à-dire de ce qu'il a fait, de ce qu'il m'a fait, c'est-à-dire se sentir otage, c'est-à-dire ne pouvoir plus revenir à soi. Et moi, ça peut vous sembler bizarre, parce que évidemment, Lévinas ne parle pas des animaux, n'y pense pas, et c'est son droit, mais moi, cette idée d'être otage, cette idée d'être dérangé à ce point, d'avoir une subjectivité complètement déplacée, qui est, selon moi, ça c'est la notion de responsabilité, elle n'est pas discutable, d'ailleurs Ricoeur ne la discute pas, et quand on va beaucoup plus loin, où on arrive à la substitution, que Ricoeur juge hyperbolique, exagérée, moi je le ressens comme quelque chose de très profond, c'est-à-dire, mais qui
est pas, si vous voulez, quelque chose pouvant éclairer mon rapport à autrui. Ça peut pas éclairer la médecine, parce que dans la médecine, il faut quand même, avec autrui, une sorte de responsabilité, de mutualité, de réciprocité, à un moment qui compense la première asymétrie. Un médecin qui voit un malade, il y a une asymétrie première, parce qu'il y en a un qui sait, l'autre qui sait pas, un qui souffre et un qui va à peu près bien, et il faut quand même rétablir l'égalité, qui sera pas un donnant-donnant, mais une sorte d'échange pour que il y ait une alliance thérapeutique et tout ça. Mais quand Lévinas parle de substitution, c'est vraiment quelque chose qu'il met face à l'histoire. C'est par rapport au fait que les fautes d'autrui, par exemple, les fautes liées à l'histoire pèsent sur mon innocence, pour reprendre cette très belle expression que j'ai trouvée dans un article excellent de Jean-Luc Marion à propos de la substitution. La substitution, on se trompe quand on en fait l'otage de l'autre, quelque chose de psychologique ou de moralisateur. Mais quand on en fait une catégorie qu'on peut trouver excessive, mais que moi je ressens profondément, une catégorie liée au fait que on rejoint pas les deux bouts, qu'on n'arrive plus finalement à revenir complètement au monde parce que les fautes de l'histoire passent sur son innocence, alors on comprend peut-être ce qu'est la substitution, et vous voyez à quel point on a ici un indice de l'importance de l'histoire pour Lévinas, dans cette catégorie de substitution où d'aucuns diront oui, c'est un philosophe obsédé par la Shoah, c'est un philosophe où on flirte avec la culpabilité, sans doute, et tant mieux. Eh bien pour moi, figurez-vous que mon expérience, vous voyez, du rapport aux animaux, c'est l'expérience justement de quelque chose que j'avais pas choisi, d'une sorte de kidnapping, de quelque chose où il y a eu traversée de l'autre côté du miroir, où je n'en suis jamais revenue et où je n'en reviens jamais. Et c'est très difficile. Et d'ailleurs, souvent, il m'arrive de dire que Lévinas, lui, a de la chance, car la substitution, et on le voit quand on lit Autrement qu'être, elle est arrimée à une réflexion métaphysique où le moi devient soi, où il rapport à Dieu. C'est quasiment dit comme ça. Il l'appelle iléité. Enfin bon, on voit bien. Moi, je n'ai pas, en tout cas, ça. Et voilà. Mais en tout cas, vous voyez comme c'est étrange. Cette philosophie, je ne crois pas faire de contresens sur Lévinas. Je suis capable de l'expliquer à des étudiants de manière rigoureuse avec la phénoménologie, Descartes, les sources. Mais vous voyez à quel point cette pensée est si belle, ce style si extraordinaire, et cette pensée si habitée, moi, m'a nourrie, renversée, et m'a peut-être aidé à formuler ce que moi je portais et une certaine expérience, et à la traduire en mots avec les miens, et en plus, bon, si vous voulez, c'est très, d'une certaine manière, ce livre porte le témoignage de ça. Moi, je suis philosophe politique, ce que n'est pas Lévinas. Je suis vraiment philosophe politique. Justement, dans les quelques petites minutes qui nous restent, j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus, parce qu'en effet, vous avez fait référence tout à l'heure à la paternité dans votre propre démarrage philosophique de Léo Strauss, un philosophe politique tout de même, éminent. Donc, qu'est-ce que vous devez à Lévinas en philosophie politique ? Ah, mais moi, je lui dois tout. Je dirais que mon maître est Léo Strauss, mais avec un maître on rompt. Mais je pourrais m'expliquer ça une autre fois. Mais Lévinas, je lui dois tout. Il m'a inspiré cette idée que la responsabilité première par rapport à la liberté, cette idée que la structure du politique n'est pas un agrégat d'individus dont il faut garantir la coexistence pacifique. Cette idée qu'il faut plus pour éviter le retournement du libéralisme en fascisme, pour aussi éviter la dégradation, justement, ou l'individualisme, comme on dirait de manière courante. Cette idée que derrière les droits de l'homme, il n'y a pas seulement des droits, des choses qui me donnent droit à, mais il y a tout ce que le droit de l'autre homme exige de moi et de la société, la question de mon droit à être, la question des limites que je dois assigner à mon bon droit au nom du droit des autres, pour moi humain et non humain, à exister. Cette idée-là est au cœur de
l'obsession, en tout cas le travail obsessionnel que je poursuis, qui est de compléter le libéralisme à sa base en touchant la conception de l'humain qui le fonde et dans ses institutions. Et le libéralisme politique de Hobbes, Locke, jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à Rawls, il est fondé sur un sujet défini, abstraction faite de ses appartenances et surtout défini comme capacité à faire des choix et en changer. Et souvent, c'est une liberté qui s'oppose à celle d'autrui. Alors ça va bien tant que les ressources sont suffisantes. Donc là, ça va. Mais en fait, cette paix est une fausse paix. Et d'ailleurs, ça ne marche pas dès qu'on voit qu'il y a des problèmes sociaux ou avec là le réchauffement climatique et tout ça. Donc moi, j'ai toujours cette idée d'une conception de l'homme, d'une réflexion qui reprend la méthode phénoménologique de description de l'humain dans sa corporéité, dans la matérialité de son existence, comme être qui vit d'eux, qui est terrestre, dans sa condition terrestre, dans sa naissance, sa mortalité, donne lieu à des structures de l'existence, des existentiaux, dirait Heidegger, et qui font surgir un sujet toujours relationnel, toujours en contact avec les humains et les non-humains dès qu'il existe, dès qu'il mange, dès qu'il respire, et cela, pour moi, devient le fondement d'une théorie politique qui ne peut plus être réduite, dont les finalités ne peuvent plus être seulement la coexistence pacifique des libertés individuelles des nôtres, donc sécurité, ni la réduction des inégalités, mais la protection de la biosphère, l'amélioration de la condition animale et qui découle donc de la prise en compte de ce sujet relationnel et de l'anthropologie phénoménologique que je sors un peu de cette phénoménologie, eh bien ouvre à une autre conception du politique, à la fois dans sa base et puis dans ses institutions. Et là, je quitte un peu Lévinas pour un travail un petit peu plus de philosophie politique au sens classique du terme, institution, changement institutionnel est nécessaire pour tenir ses promesses, etc. Mais vraiment, je lui dois ma plus grande inspiration sur un terreau qui avait été lui-même marqué par Léo Strauss, philosophe juif allemand, qui est pris dans l'étau du problème théologico-politique, dit-il, dans un rare texte autobiographique, c'est-à-dire qui vit l'effondrement de la République de Weimar dans les années 30. Léo Strauss, donc, sur lequel vous avez travaillé et que je crois vous avez traduit, si je me souviens bien. Absolument, j'ai traduit. Nous allons bientôt clore cet entretien où nous n'aurons pas tout dit parce que justement, il faut laisser à nos auditeurs le temps et le loisir, au beau sens du mot, de lire de votre livre pour comprendre Lévinas aux éditions du Seuil, paru donc en ce début d'année 2020. Peut-être que pour clore en 2 petites minutes, nous pourrions revenir au point de départ, c'est-à-dire ce séminaire que vous avez donné pour l'essentiel à des soignants, oui. À des médecins. Oui. Et donc, des gens qui sont touchés par la vulnérabilité. C'est chez eux que vous prenez aussi vos marques pour dire qu'il faut reconfigurer l'éthique de la liberté par l'éthique de la vulnérabilité. Bien entendu, vous n'opposez pas la liberté à la vulnérabilité, mais vous les articulez. Un petit mot peut-être pour conclure 2 minutes, je m'excuse de vous bousculer. Oui, alors là, je crois que dans un chapitre, je fais le point sur justement les implications en éthique médicale et pour deux médecins de la pensée de Lévinas. Par exemple, la transcendance d'autrui, il est pas relatif à ce que je vois ou je sais, donc sa dignité n'est pas relative à mon point de vue, mais en même temps, il y a ce paradoxe éthique, la dignité d'autrui n'est pas relative à ce que je pense de lui, à ce que je sais de lui, mais néanmoins, je me porte garante de sa dignité en l'accompagnant, en lui témoignant le fait qu'il est important. Et puis, il y a tout un tas de choses sur la vulnérabilité, la passivité, donc qui m'avait inspiré aussi une réflexion sur l'accompagnement des personnes souffrant de déficit cognitif, qu'il faut aller chercher dans leur dire et pas seulement dans ce qu'ils disent. Mais il y a aussi l'éthique de la vulnérabilité qui est en fait fondée sur une triple expérience de l'altérité, l'altération du corps, la douleur, le vieillissement, l'altérité en moi, la responsabilité et l'intérêt pour les institutions. On a cette structure ternaire que je dois aussi beaucoup à Ricoeur et qui est une des premières formulations du projet philosophique qui depuis s'est enrichi et qui est lié à une philosophie du sujet pris dans sa corporéité. Ça, c'est le premier volet anthropologique ou voire ontologique et le deuxième étant politique. Vous voyez, moi je suis toujours la même chose et c'est vrai que Lévinas a occupé une place majeure et je dois dire aussi, c'est vrai, je l'aime, c'est-à-dire que il y a quelque chose et ça j'aimerais bien le transmettre aux auditeurs et je crois que ça paraît un peu dans le livre, c'est un auteur bouleversant. On comprend pas tout au départ, mais il est bouleversant, on peut pas
le fréquenter en restant le même après. Je crois que vous nous avez convaincus, Corinne Pelluchon, parce que vous-même, quand on vous écoute, on voit que vous êtes touchée, comme je l'ai dit en commençant, on voit aussi que vous êtes bouleversée. Et donc, vous nous bouleversez quand vous nous parlez, non seulement de cet auteur, mais de tout ce qu'il vous a inspiré. Donc, évidemment, je ne peux que conseiller à nos auditeurs de lire ce très beau livre, Pour comprendre Lévinas, un philosophe pour notre temps, paru aux éditions du Seuil en ce début 2020. Merci Corinne Pelluchon, puis à bientôt pour d'autres aventures radiophoniques. Merci beaucoup Jacques Ricot.